Guillaume Manjolo, bonsoir. Alors Guillaume, moi je fais jamais semblant, n'est-ce pas? Bon, la première fois on se vous voyez, aujourd'hui on se tutoie. On a vécu ensemble. Alors Guillaume, ce sera un peu plus court, mais je vais quand même te demander, tu es né où, quand? Je suis né à Chicapa en 64. À l'époque, il y avait la partition en fait du pays. C'était l'unité kasaïenne qui est aujourd'hui correspond à peu près à la province du Kasaï tout court, mais avec en moins, puisqu'à l'époque il y avait l'UISA qui faisait partie de cette structure-là, de cet État-là. Aujourd'hui, l'UISA est dépareillé, accroché au niveau du Kasaï central. Donc l'UISA faisait partie en ce moment-là de cette province, État, unité kasaïenne. Et voilà, je suis né là, mon père était ministre de la Justice à l'époque, et juste 4 ans après l'indépendance. Ce qui fait que bon, je suis né dans les services de l'État, c'était juste après la table ronde, et puis dans l'indépendance, table ronde, et puis la gestion du pays un peu calamiteuse, avec une partition quasi totale du pays. Voilà, donc c'est cette période-là particulière, charnière entre ce que nous sommes devenus par la suite, cette transition assez difficile, assez rugueuse, si on peut dire ça, en ces termes-là. Quelle était à ce moment-là l'appellation de cette sécession kassaïenne? L'unité kassaïenne. L'unité kassaïenne. L'unité kassaïenne, oui. Okay. L'unité kassaïenne. C'est éloquent pour les gens qui nous suivent, parce qu'on se rend compte que au sortir de l'indépendance, le pays a connu des turbulences énormes. Les gens qui n'ont pas conscience et qui n'ont pas un savoir fin de l'histoire peuvent l'ignorer. Est-ce que dans cette petite enfance, tu avais forcément pas conscience de tout ça encore? Est-ce que c'est resté cet esprit entre guillemets de sécession, ou bien c'était vraiment circonscrit à une période donnée, cette période-là? En fait, ce qu'il faut dire, et tu fais bien d'RLF le mot histoire, la conscience de cette histoire. Cette histoire n'était pas forcément la nôtre, c'était une histoire étrangère. C'est-à-dire que la Belgique et un certain nombre de pays occidentaux, ne voulant pas laisser la RDC, avaient pour prétention découper la RDC, de sorte à beaucoup plus facilement contrôler les entités ainsi décentralisées. C'était ça, en fait, la démarche. C'est pour ça que, juste à peine qu'on commençait cette sécession-là, la Belgique a reconnu les Katanga comme étant un pays qui avait sa monnaie et tout ça, toute la structure étatique en tant que telle était reconnue déjà par la Belgique, par un certain nombre de pays européens. C'était assez rapide. En fait, ils ont poussé à cette partition-là, de sorte à ce qu'ils puissent s'accaparer un certain morceau de terre assez riche et pour profiter notamment des ressources minières. Parce qu'on n'était pas encore au point, on n'avait pas la compréhension. Même aujourd'hui, on n'a pas vraiment la bonne compréhension de ce que nous avons comme matière première. Et c'est que ça vaut exactement parce que nous travaillons encore sur ce qu'on appelle, ce que j'appelle la cueillette. La cueillette? Bah oui, bien sûr. La chasse et la cueillette? Bien sûr, c'est ce qu'on fait encore jusqu'à aujourd'hui. Les faits de sortie de matière première, aller le donner comme ça et tout ça, on n'a rien fait entre-temps. Tant qu'on ne les a pas transformés nous-mêmes, c'est qu'on ne connaît pas la valeur. Si aujourd'hui, nous traînons un peu partout avec des téléphones portables qui, pour l'essentiel, la matière première vient de la RDC, alors qu'on ne fabrique même pas la moindre puce en RDC. Ça pose un problème, c'est qu'on sait encore à cette époque-là, même si la petite conscience est un peu soulignée, mais au fond, nous sommes encore restés dans cette période-là. Donc, ce n'est pas de notre fait, au fait, c'est le fait de l'autre. C'est lui qui a occupé, qui avait prévu que l'indépendance n'était possible qu'en 1980. Parce que les processus, je ne dirais pas des pillages, d'exploitation, qui avait commencé très tôt avec les caoutchoucs, qui a suivi avec énormément d'exactions, et finalement qui a débouché sur la découverte de plusieurs matières premières qui servaient à l'industrie occidentale en général. Et c'était en fait la terre commerciale qui est l'État indépendant du Congo, l'esprit de l'État indépendant du Congo, 1885, qui prédisposait que tous ces pays européens occidentaux devaient venir faire le commerce en RDC. Donc c'est resté de cette façon-là. Donc c'est pas vraiment notre fait. On voit que ça a été beaucoup plus facile. Mais assez vite, les options ont changé. On s'est rendu compte que cette partition, enfin, ceux qui la voulaient se sont rendus compte que c'était, entre guillemets, voué à l'échec et que ça créerait beaucoup plus de problèmes que ce qu'ils pensaient. Exactement, parce qu'au fait, il est né, pendant la période de cette colonisation, une sorte de communion nationale à travers les souffrances endurées, et que bon, les Congolais finalement partageaient la même souffrance sur sa terre, et il est né comme ça une sorte d'unité quasi magique qu'on ne sait plus défaire aujourd'hui.
Sinon, on aurait balkanisé depuis un certain nombre d'années. Mais si on ne parvient pas, parce que, après tout, il y a toujours cette unité-là. Souvenez-vous, il n'y a pas encore longtemps, la partie Est, les gens ont lutté à tout va pour pouvoir la découper, ça n'a pas marché. Avec autant de morts, avec autant de souffrances, mais ça n'a pas marché. Mais est-ce que tu penses que ce scénario est mort ou dans la tête de certaines personnes il existe encore? Non, le scénario n'est pas mort. Non, non, il est existant, il est là, puisque bon, avoir accès aux matières premières à ciel ouvert aussi facilement, c'est pas donné à tout le monde. Bah, c'est ça. Nous restons faibles parce que ces gens-là ont toujours accès. Bah, en même temps, nous avons dans les rapports que nous avons par rapport à notre cosmogonie nous permet de pouvoir encore résister. Et je pense qu'on peut encore résister assez longtemps. Mais il y a une question aussi de conscience nationale pour arriver à dire, tiens, ce qui nous appartient, comment est-ce qu'on peut le protéger? La grande difficulté aujourd'hui en RDC, c'est toujours cette tendance qu'a les enfants congolais d'aller chercher des appuis à l'extérieur. Et qui ne savent pas que, bon, chacun a son agenda. Il n'y a rien pour rien. L'homme est un loup pour l'homme. On reviendra à toutes ces histoires d'agenda tout à l'heure, mais je l'ai dit lors de mon portrait, Guillaume Angelot est secrétaire général de l'ULDC. Il est avocat, il est passionné de philosophie et d'histoire, donc si on le laisse partir, on risque de manger toute l'émission sur ces choses qui doivent nous préoccuper et qui sont importantes, mais on va quand même parler un peu de toi. Tu as circonscrit le lieu et l'année de ta naissance, mais tu ne nous as pas parlé de tes bases éducationnelles. Comment est-ce que tu as vécu ces premières années? Avec quelles valeurs on t'a éduqué? Tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis? Bon, j'ai eu un père politique à la base, donc qui était dans l'administration et qui a fait la politique, et puis qui a arrêté la politique et est revenu dans l'administration pure. Et j'ai eu une mère qui était dans les affaires, en fait, qui a commencé très tôt, comme dans les Kasaï, une certaine série des familles faisaient déjà le diamant, et on le faisait avec la Zambie. Ma mère faisait ça avec la Zambie, dans la mesure où une partie de sa famille était installée en Zambie, donc elle pouvait s'y rendre pour faire ces commerces-là, entre parenthèses. Bon, j'ai grandi un peu dans ces milieux-là, très catholiques, chrétiens, où l'église était obligatoire quasiment chaque dimanche, où même il y avait des messes aux vêpres, donc c'était nécessaire, les matines et les vêpres, tout ça, donc c'était assez nécessaire. Donc j'étais dans cette ambiance-là, en fait, que j'ai été élevé. Et par suite, je me suis trouvé dans les internats où c'était aussi une obligation de prier chaque matin. Bon, cette rectitude nécessaire pour les corps et pour l'esprit, à la fois en termes de la propriété individuelle et puis de l'organisation mentale. Et on a été quasi formaté à ça. Et on a vécu une période, donc vous êtes un peu jeune pour ne pas connaître cette période-là, parce que la nôtre des périodes, il n'y avait presque pas de télévision. On n'avait pas accès à la télévision, il n'y avait pas ces multimédias aujourd'hui qu'on voit. La seule référence, la seule illustration, c'était la lecture. Et on plongeait là-dedans, depuis tout petit, on a eu accès à la lecture. Et chez moi à la maison, il me semble que je pense avoir vu la télévision, je devais avoir autour de 12-13 ans. Avant ça, il n'y avait pas donc on n'avait pas accès à la télévision. C'était même interdit, il fallait simplement lire, lire et lire, encore lire. Donc nos distractions étaient portées notamment sur la présentation des textes qu'on avait lus à notre père, donc pendant les vacances, quand j'ai revenu d'internat, c'était ça. Donc, il fallait lire et présenter le résultat des lectures. Oui, mais ce que j'ai fait aujourd'hui avec mes enfants, je fais la même chose, la même démarche. Donc c'est lire et présenter au père si effectivement on a compris ce qu'on a lu. C'est pas lire juste pour pouvoir réciter, non, c'est lire pour comprendre ce qui est dit. Avec nos mots, quand on est un peu plus jeune, on n'appréhende pas l'essence du texte comme il faut. Mais c'était un exercice intéressant d'apprentissage. Et au fur et à mesure que les temps passent, bon, on commence à cerner un peu le contour et l'intérêt. Alors, l'intérêt de la lecture, l'intérêt de se cultiver par la lecture et peut-être par d'autres moyens, ces voyages que tu as accomplis te font peut-être acquérir d'autres cultures. Où est-ce que tu as vécu à part au Congo? Bon, à part au Congo, bon, j'ai quasiment grandi entre Bruxelles et Paris, pour l'essentiel. C'est là où c'était clos un peu la fin de mon enfance, l'âge majeur, et pour aller un peu plus loin. Et l'âge d'homme, je l'ai accompli quasiment dans les périmètres européens stricts qui est à la fois la France et la Belgique. Et bon, mais les voyages au sens physique du terme, bon, ça j'ai quand même parcouru un certain nombre de pays, mais au sens culturel du terme, je pense que j'ai été fasciné, énormément fasciné à travers la lecture.
notamment par la culture slave et russe pour ne pas la citer, qui est une culture magique pour moi. J'ai découvert un maître absolu qui m'a poussé à pouvoir lire un peu plus, à comprendre, par sa simplicité de l'écriture et par cette façon assez flottante d'expliquer les choses. Tu vas me dire Dostoïevski? Exact. Non mais simple, tu exagères. Ah, hein. si. C'est pas super simple à lire. Hein. Ah ben oui, mais quand en fait il faut une petite initiation pour comprendre. Voilà. Une toute petite initiation. Non mais parce que bon là on va essayer de ne pas être trop élitiste, mais Dostoïevski, il faut pas que ce soit dans les 10 premiers livres que tu lis, hein, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Oui, mais Il faut commencer par d'autres choses. Mais non, je pense que parmi les tout premiers, il y a Gide, Barjavel, bon, des trucs un peu accessibles, et puis on en arrive à ça, parce que si tu, comme premier livre, tu lis Dostoïevski, ça risque de te faire mal au cerveau. Si, ça dépend. Non, ça dépend comment on l'attaque, on l'appréhende. Je pense, par exemple, que Les pauvres gens, c'est un texte extraordinaire. Cette littérature assez particulière, intimiste, entre un homme, un petit fonctionnaire qui est en train de pouvoir désirer une jeune dame et tout ça, qui est en face, à qui il écrit des correspondances. C'est très très beau, c'est assez simple. C'est juste la correspondance, quoi, finalement. Et puis ses propres correspondances à lui, quand il a 8, 9, 10 ans, qu'il écrit à son père. C'est ça, Dostoïevski. Et puis il y a maintenant la vie qu'on trouve dans Les Joueurs, dans une série, les frères Karamazov et autres. Ça devient un peu plus complexe. Crime et châtiment, ça devient un peu plus complexe encore, parce que l'histoire est un peu plus élaborée, assez fou, hein, assez particulière. Je pensais à Crime et châtiment, mais d'ailleurs les auteurs russes ont cette capacité à écrire des grosses tartines. Moi je me souviens que quand on m'a demandé de lire Guerre et paix de Tolstoï, j'ai eu mal à la tête avant de commencer, parce que je me suis dit non de Dieu, je terminerai quand dans un an probablement. Bon, on va arrêter avec nos lectures parce que il faudrait pas que les gens zappent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à la lecture. Hein. Tu sais ça? Il me semble, oui. J'ai eu la situation sur une chaîne concurrente où on me l'a reproché par quelqu'un qui était en face de moi en me disant que bon, je faisais référence aux choses qui n'avaient rien à voir avec la RDC. Bon, c'est un peu ça. Bah c'est pour ça, cher Guillaume, que ici j'essaie d'accueillir des gens qui viennent non seulement d'horizons différents, mais qui ont aussi des sensibilités différentes, parce qu'il n'y a aucune raison. Voilà, la remarque stupide par excellence, c'est pourquoi est-ce que vous faites référence à des choses qui sont en dehors du Congo? Non, le Congo doit converser avec le monde. Et il faut emmener le monde à converser avec le Congo. C'est comme ça qu'on prend les chemins du développement. Tout à fait. Le plus efficacement possible. Jean-Pierre, en fait, l'idée ici, c'est quoi? Ce que les autres font, on peut le faire, parce qu'on a une culture très très riche. Je me dis aujourd'hui, je ne cesse de les répéter, les plus grands ministères de cette République, ça doit être le ministère de la Culture, pas autre chose. Parce que c'est en quoi on est fort, très très fort, avec plus ou moins 420 ethnies, et on a une richesse extraordinaire qu'il faut exploiter, exposer, enseigner, en termes de musique, en termes de la philosophie bantou à travers les petites entités, hein, les petits, je peux parler groupuscules, mais quand vous partez de la base d'un groupement, au sens structurel et administratif du terme, et vous descendez à la localité, vous descendez au petit village, ça vous fait déjà des sous-groupes comme ça, et dans chaque sous-groupe, il y a à la fois une philosophie particulière, une façon d'approcher les choses, de discuter, de débattre, de trancher les litiges, et une façon de chanter. On chante pour les morts différemment des autres tribus, des autres... Tout ça, c'est extrêmement riche, extrêmement riche. Le premier produit de la RDC qui est connu dans le monde, c'est notre musique notamment. C'est la culture. C'est la culture. Il n'y a rien d'autre, on ne vend rien. Vous faites les tours de l'Afrique aujourd'hui, les tours du monde, partout, vous aurez des radios qui font passer la musique congolaise, mais toute la journée. Est-ce qu'on en profite réellement? Non, parce qu'on ne considère pas ces ministères-là à sa juste valeur. Quels sont les prix littéraires en RDC aujourd'hui? Ça n'existait pas. Les vrais prix musicaux, il n'y en a pas. C'est ça la grande difficulté. Alors que c'est là où nous sommes très très forts, où cette variété nous permet vraiment un panel de possibilités. On ne peut pas. Donc, en regardant les autres, comment ils ont fait, on ne peut que copier un mimétisme intelligent. Parce qu'on ne va pas copier ce qu'ils sont en train de faire par rapport à leur propre culture. Mais nous, c'est ces canevas des possibilités, cette grille de lecture particulière qu'on doit devoir adopter et placarder sur cette richesse immense, inouïe, qu'on n'exploite pas. On peut faire des milliards de dollars rien que dans ce domaine-là en oubliant vos histoires des cuivres, des cobalt et tout ça qu'on ne sait même pas exploiter, qu'on ne sait pas transformer sur place, ça n'a aucun intérêt. Finalement, tout ce dont on a la maîtrise depuis la nuit des temps, c'est notre culture.
Tout à fait. Cher Guillaume, l'institution ici, c'est les éditos. Je prends un sujet par semaine que je croque avec parfois un peu de férocité. Et on revient juste après. On va parler un peu de tes influences et puis on va surtout parler politique. Hein. Je suis ouvert. Allez, les éditos, on se retrouve juste après. La confiance, chers amis, c'est ce qui permet de s'abandonner, de se fier aux desiderata de l'autre tout en étant complètement rassuré. C'est elle qui permet, par exemple, à un parent de laisser son enfant sortir dans la rue tout en sachant que si un danger se présente, il saura comment réagir. En économie, la confiance est déterminante. Un environnement stable, une justice droite, des lois applicables et opérantes, un état de droit. En politique, c'est la certitude que la signature de la personne en face est une garantie. En RDC, et particulièrement chez nos leaders politiques, nous manquons de confiance mutuelle. De retour après les éditos, cher Guillaume, je l'ai fait au tout début de l'émission, mais j'ai perdu l'habitude de faire réagir les invités par rapport à mon édito, parce que j'ai plus ou moins le même ton dans les réseaux sociaux que dans mes éditos. Donc je n'associe pas mon invité à mes petites bêtises ou à mes petites poussées de fièvre, comme je peux en avoir. Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai des poussées de fièvre. Hein. Voilà. Si, ça c'est vrai. Ouais. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ouais. Des poussées de fièvre nécessaires. Guillaume, tu as vécu en Europe, en Belgique et en France, et tu as visité beaucoup de pays. Tu as été au ministère des Affaires étrangères pendant un certain nombre de temps, ce qui t'a permis peut-être encore d'élargir ta palette de cultures rencontrées. En termes de pays visités, c'est peut-être intéressant de te demander lequel t'a le plus marqué, celui qui t'a le plus étonné, peut-être le plus surpris. Je dirais les plus séduits. Les plus séduits restent... il y a deux pays qui m'ont séduit énormément. C'est Cuba et c'est le Japon. Extraordinaire. Cette particulière démarche de pouvoir affirmer son identité traditionnelle. C'est deux presque paradoxes, hein, parce que Cuba, d'un côté, on a un brassage, un métissage exceptionnel dans cette culture créole, africaine, américaine. Et le Japon, c'est une culture très stricte, pas fermée, mais très respectueuse de sa propre authenticité. C'est ça, en fait. C'est ces deux cultures qui m'ont fasciné, énormément fasciné, dans des domaines totalement différents. Parce qu'il y a des similitudes entre la culture japonaise et la nôtre, au sens où la tradition est prégnante. Elle est là, elle est présente, mais elle est affirmée. Et elle n'est pas comme on voit chez nous, malheureusement. On dénature ce que nous sommes à travers les acquis qu'on espère, qu'on croit supérieurs. C'est dans un des textes qui est resté pour moi les textes fondateurs, en ce qui me concerne, mon premier texte, Ma Nation, j'ai émis un concept qui s'appelle les syndromes de l'amnésie du manioc. Cette démarche particulière qu'ont les gens, lorsqu'ils se trouvent à l'étranger, faire le mimétisme du blanc de l'européen, oublier ce qu'ils sont, croyant qu'ils se valorisent en faisant ça. Ce que les Japonais ne font pas. Les Japonais, aujourd'hui, vraiment supérieurs en termes technologiques et d'organisation par rapport à la plupart des pays occidentaux, il est même parmi les tout premiers, mais ils gardent cette culture où son habit traditionnel, sa nourriture traditionnelle, sa posture des consommations traditionnelles est restée la même. Depuis quasiment 300, 500 ans, 700 ans, depuis qu'ils ont quitté la Chine continentale pour pouvoir s'installer sur ces îles. Eux et les Coréens. Bon, j'ai fait la Corée du Sud, mais dans la moindre mesure, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir apprécier. Mais le Japon, j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est ça, en fait. Cette addition de la modernité, de la technologie, de la technicité, et sur laquelle ils travaillent, parce qu'ils travaillent sur l'intelligence en permanence, et cette tradition d'une beauté absolue. Et en 2 minutes, Cuba. Cuba, c'est la résistance. Une identité créée à travers une sorte de melting pot, un mélange particulier, tout ça, qui a créé une identité, et qui veut s'affirmer en tant qu'identité particulière en ne se soumettant pas à autrui. Et ça, dans une fierté, dans une dignité aussi faite particulière. Mais ce qui est intéressant à Cuba, c'est
Ils ont misé sur l'intelligence et sur le cerveau. Au-delà des aspects politiques dont je n'ai pas besoin de m'attarder, à la limite politique interne, dictature, tout le reste et tout ça, je comprends très bien. Mais en même temps, quand on regarde le niveau d'instruction, une maman maraîchère à Cuba, c'est écrire, lire, tout ça, vous donner un aperçu par rapport à des grands textes, notamment marxistes si vous voulez. Mais en même temps, on sait accès à cette dimension-là. Et bon, ce qui n'est pas en face. Les pays les plus riches qui est en face, qui est les États-Unis, n'a pas la même culture, n'a pas les mêmes raffinements intellectuels qu'on peut trouver à Cuba. C'est extraordinaire. En médecine, en tout état de choses et tout ça. Voyez-vous par exemple que j'arrive à Cuba, il n'y a pas de moustiques. Je dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas de moustiques à Cuba? Je dis, mais non, parce qu'on a trouvé des mécanismes pour ne pas avoir des moustiques du tout. Des produits spécifiques et bio. Et en plus, c'est un pays très, très lié à l'environnement. Oui, les États-Unis, je me souviens que, parler de Trump, c'est presque une tarte à la crème, hein, tout le monde le fait. Mais à l'époque, Bush, fils, est arrivé au pouvoir alors qu'il n'avait jamais quitté les États-Unis, alors même qu'il venait d'une famille extrêmement riche. Oui, mais la richesse, si on doit la quantifier en termes de millions qu'on possède... Ça permet de voyager, en tout cas. Oui, mais bon, ça permet de voyager. Mais voyager, lorsqu'on est cultivé, lorsqu'on a la culture, on sait la nécessité de voyager. Avoir l'argent ne suffit pas. Avoir l'argent ne suffit pas. C'est juste thésauriser et acheter des maisons et tout ça. Mais bon, si on n'est pas cultivé, on n'est rien du tout. Je préfère être Nietzsche qu'être Trump. Voilà. C'est vrai. Je préfère être Nietzsche et être Trump. Cher Guillaume, cette petite phrase nous emmène ici au Congo parce que maintenant que je t'ai connu d'abord par les réseaux sociaux et puis ensuite par les échanges qu'on a pu avoir depuis quelques semaines à la suite de cette émission ratée, n'est-ce pas? Exact. Je sais que tu t'intéresses à beaucoup de choses et que tu as une culture qui peut être impressionnante à bien des égards. En tant qu'homme politique congolais, parce que tu es un homme politique congolais, comment, et avec la sensibilité culturelle que tu as, la curiosité que tu as, les références que tu as, qui sont des références culturelles multiples, est-ce que c'est pas trop difficile de comprendre la trame politique congolaise et de comprendre ce qui les stimuli de l'homme politique, de la personne politique congolaise, parce qu'il y a les hommes et les femmes. C'est pas trop compliqué? Non, c'est pas très compliqué. En fait, il y a une sorte de forfaiture politique en RDC. La vraie politique, c'est pas celle-là. La vraie politique doit venir de nos scories, des scories de notre histoire. Nous faisions déjà la politique. Dans toutes les entités précoloniales, on faisait la politique. Mais pas celle-ci. Celle où on était fiers d'être Congo, né Congo, Luba, Tchoko et tout ça, avec une dimension culturelle particulière liée à la fois à notre cosmogonie, à notre quotidien, à notre façon de gérer les conflits et tout ça, les tensions, de régler les problèmes, de fixer les cadres, toutes les servitudes par exemple. Comment est-ce qu'on pouvait traverser la parcelle de quelqu'un parce qu'il était situé à l'endroit où il y avait la rivière derrière chez lui et que par conséquent il devait accepter que les gens traversent sur sa parcelle. Ce sont des choses qui ont existé dans ce pays. Donc au plan à la fois juridique, philosophique et politique, ça existait. Est-ce qu'on l'applique encore? Non. Nous avons honte de ce que nous avons été, nous avons voulu copier en permanence ce dont on n'a pas la maîtrise. C'est ça le problème. Si on pouvait avoir la maîtrise de ce qu'on copie, on serait très loin. Mais malheureusement, on n'a ni la maîtrise de ce qu'on a copié, ni en reniant ce que nous avons été. C'est ça la grande difficulté. Ce qui fait que moi, je suis de ceux qui veulent absolument pousser à revenir un peu à nos fondamentaux. Vous savez, les recours vers l'authenticité dont on a parlé, qu'on peut aujourd'hui vilipender, mais parce qu'on n'a pas compris très bien l'esprit. Mais si on doit mettre ça en œuvre au sens réel du terme, c'est-à-dire, je suis un néoconservateur, aller dans les scories de l'histoire, voir ce qu'il y a des biens, ce que nous avons eu des biens d'essentiels, d'essentialisants, qui fait qu'on puisse dire un Congolais c'est quoi effectivement sur la planète. C'est ça qu'on recherche. Mais quand je vois toute cette messe macabre à Kinshasa, en politique, opposition, majorité, tout ça, c'est risible parce que finalement on n'a même pas de repères. Ça nous amène, Guillaume, à un certain manque de leadership. Nous parlions à un autre moment du clientélisme, de la corruption presque généralisée. J'ai dit presque généralisée. Est-ce que le fait que nous avancions aussi peu vite, que les chemins du développement nous semblent
aussi loin à l'heure actuelle? Est-ce que ce n'est pas justement ce manque de leadership qui nous fait défaut et qui n'emmène forcément pas la masse avec lui? Je pense qu'on a fait des erreurs, notamment au début du mandat du président Kabila, les premiers mandats. Il y avait une erreur majeure qui avait été faite. Parce qu'on ne peut pas prendre les mêmes qui ont tordu ce pays, qui ont défié carrément le bon chemin, et pour les remettre encore en espérant qu'ils allaient se modifier en fait, leur comportement. Ce n'est pas possible. Ce qui a été fait. Il aura fallu, à mon sens, ce qu'on aurait pu faire à l'époque. Toute la jeunesse avait confiance au président Kabila. Il a tenté de faire ce qu'il a pu. D'ailleurs, lui-même a déclaré qu'effectivement, il était très mal entouré et très mal conseillé. Il l'a dit lui-même. C'est dire à quel point il était... Il l'a dit il y a 7-8 ans maintenant. Non, il y a presque 10 ans maintenant. Il y a presque 10 ans maintenant. Il le redirait aujourd'hui encore. Mais il le redirait encore parce que les résultats sont là, parce qu'il a vu comment que les gens qui se sont enrichis de manière tout à fait inacceptable et que ceux qui s'étaient enrichis à l'époque de Mobutu sont encore revenus, ont continué à faire le même exercice. Si vous regardez bien, posez la question, la plupart des gens qui sont là depuis 30-40 ans... Mais qui est responsable, lui, au final? Non, mais lui n'est pas responsable tout seul. Déjà, il est venu de l'extérieur. En tout cas, c'est le responsable suprême. Bien entendu, il a instauré un certain nombre de mécanismes, mais tout ce qui est sur le parcours est corrompu. Malheureusement, on n'a pas espéré des résultats extraordinaires lorsque tous les systèmes, et il l'a dit lui-même, pourquoi est-ce qu'il a institué M. Luzolo comme conseiller spécial contre la corruption au bout de son parcours? Parce qu'il reconnaît effectivement qu'il y a un problème. Après avoir tenté tous les mécanismes et tout, ça ne marchait pas. Il constitue un conseiller spécial contre la corruption. C'est endémique. C'est endémique. M. Luzolo nous dit quoi? Que chaque année s'évapore plus ou moins 15 milliards de dollars. Maintenant, on est passé à 20 milliards à peu près. Alors qu'on a à peine un budget de 4, 5 milliards, 7 milliards, 9 tout au plus. Donc ça pose un problème. C'est une réalité qui est connue par le chef de l'État. Et comment faire maintenant? Je pense que cette idée que je trouve essentielle, qu'il a énoncée, à savoir renouveler totalement la classe politique. Tous ceux qui ont participé à des gouvernements du temps des Mobutu, du temps des Kabila père, tout ça, aujourd'hui Kabila fils en partie, doivent quand même s'écarter un peu, disparaître. On ne peut pas toujours avoir les mêmes. Et c'était aussi l'idée, une convention qu'il a pu avoir à un moment donné avec M. Gizenga, qui disait qu'on ne peut pas prendre tous ces gens-là. Il refusait. On a eu longtemps avant de pouvoir constituer un gouvernement, parce que ce n'est pas possible. Ces gens sont en train de verrouiller l'État pour leur propre profit en permanence. Comment pouvez-vous justifier quelqu'un qui a été ministre pendant peut-être 30 ans et... à un parc immobilier insolent à la Gombe, à ma campagne et tout ça, et à l'étranger. Mais d'où vient cet argent-là? Si on doit essayer de faire un peu un calcul simple, à hauteur de 7 ou 10 000 ou 14 000 dollars par mois, multiplié par 30 ans, ça ne vous permet pas. Vous devez manger, boire et vous soigner, envoyer vos enfants à l'école. Il est impossible que vous ayez des biens immobiliers à hauteur de 50, 30, 40, 60, 100 millions de dollars. Ce n'est pas possible. Donc ce sont les gens qui ont vécu au crochet du trésor public, en pillant les trésors publics pendant des années. Plusieurs décennies. Et ben voilà, c'est ça. Sans discontinuer. Et alors, ils se pavanent avec ça, et bon, ce sont des riches, mais ce n'est pas la richesse, ça. Puisque non seulement matériellement, ils ont thésaurisé, mais en même temps, ils sont pauvres des cultures. Il n'y a pas de culture dedans. Et quand ils sont dans les secteurs, dans les périmètres européens, ils sont vilipendés, Vous voyez ce qui se passe actuellement avec la Guinée équatoriale. Comment voulez-vous que les fils d'un président se trouvent avec autant de biens immobiliers, autant de voitures, tout ça, alors que non, on doit passer à autre chose. On doit passer à autre chose parce que ce pays appartient à 80 millions de Congolais et non à une quinzaine, une vingtaine. Ce n'est pas normal. Voilà la faille où il se trouve, qu'il faut corriger, renouveler la classe politique, injecter la culture, injecter vraiment la culture au cœur et dans l'âme du Congolais, raviver les scories de l'histoire, ce que nous avons été exactement et tout ça, faire prévaloir ça à un très haut niveau. En quoi suis-je Congolais? Voilà, je suis Congolais parce que c'est ça. Je suis fier d'être Congolais, comme les Français le seraient par rapport à son histoire. Moi, j'ai mon histoire qui me passe vite à tous les restes et tout ça, la modernité avec Lumumba et toute la suite, toutes les batailles. C'est ça qu'on a envie d'entendre. C'est ça qu'on a envie d'entendre. Comment est-ce qu'on fait les mariages chez nous, chez les Nékongo, chez les Luba? Ça se passe comment? Quelles sont les règles de droit qui gèrent nos entités? C'est ça qu'on a envie d'entendre. Et ça, on peut le faire, mais il faut une autre dimension, une autre vision, une autre façon de faire les choses. Cher Guillaume, tu es avocat, tu es responsable politique,
je l'ai dit, secrétaire général de l'ULDC. Tu as aussi une activité que tu affectionnes particulièrement, c'est l'écriture. Quel est ton dernier ouvrage et surtout, où peut-on se le procurer? Parce que c'est important, à la suite de t'avoir entendu pendant cette demi-heure, il serait important de prolonger le plaisir par la lecture. Oui, en fait, le dernier ouvrage s'appelle L'homme et la structure, c'est-à-dire quel type d'homme doit devoir gérer cette entité qui s'appelle la RDC dans tous ses compartiments, c'est-à-dire de la province jusqu'à la petite entité, jusqu'au sommet. Quel type d'homme? Comment est-ce qu'on doit les quantifier, les qualifier, les structurer? Et puis, cette structure, la RDC, est-ce qu'on la connaît exactement? D'où venons-nous? Il y a 2000 ans, on était quoi exactement? Savez-vous qu'au 5e siècle, on avait découvert déjà que les Congolais qui habitaient dans les périmètres katangais commençaient à exploiter les cuivres? Au 5e siècle. On a des traces par rapport à ça. Savez-vous qu'il y a plus ou moins 20 000 ans, on avait trouvé le bâton d'Ishango dans la partie est du pays, les points de départ des mathématiques? Ce sont ces choses-là qu'il faut connaître. Et dans ces livres-là, j'en parle et je donne à la fois la perspective de vers quoi on peut partir, l'horizon non dépassable, l'horizon dépassable de la RDC et les types de sociétés que j'envisage pour ce pays et les types d'hommes en question. Et notamment dans les circuits de nos activités électorales et tout ça, comment est-ce qu'on ne peut pas vendre son vote. Donc ce sont ces éléments-là qui sont dans ces livres, qu'on peut trouver, L'homme et la structure, qu'on trouve actuellement au supermarché Money Shop au niveau de station Ma Campagne. C'est le seul endroit, mais malheureusement on a un souci parce qu'il n'y a presque pas de bibliothèque dans ce pays. Vous imaginez un pays de 80 millions d'habitants sans bibliothèque? C'est ça la calamité. Et c'est très bien que tu le soulignes ici et maintenant. Tu as parlé de vote. Vous qui serez emmenés, j'espère, le plus tôt possible à voter, cher Guillaume, vous qui serez emmenés à ça, posez-vous la question de savoir comment s'expriment les gens qui sollicitent votre vote. Essayez de les confronter. Et binôme, tout beau, n'a rien. Soyi mutu moro azana tout aye a tout ni bino a ebsi bino bo voter ngai mais bo tout na pour na nini, pas pour 1000 francs, pas pour un t-shirt, ce n'est pas possible. En tout cas, cher Guillaume, ça a été un plaisir d'échanger encore une fois avec toi et on a été encore plus loin que la dernière fois. Avec toi, c'est pas difficile. En tout cas, merci d'être passé nous voir, merci d'avoir accepté de venir répondre à mes questions. J'en ai pas beaucoup posé parce que tu pars assez longtemps, mais en tout cas, on va renouveler l'exercice certainement encore une fois, parce qu'on a forcément beaucoup plus de choses à se dire que durant cette demi-heure. Merci beaucoup à toi. C'est moi qui te remercie, en espérant que tout ce que tu as arraché du fin fond de mes tripes et de mon âme et des abysses de mon corps va ressurgir positivement et non avec un son foireux. Allez, merci Guillaume. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bye bye.